Une escale de Jeanne avec Aline Angosture. Aline Angosture, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jeanne, merci à vous de m'avoir invitée. Vous avez écrit dernièrement un livre, Où subsiste encore ton écho, aux éditions L'Incertain. C'est autour de ce livre qu'on va un peu parler, parce qu'il vous représente, il représente beaucoup de choses de la vie en général. Oui. Au moment de notre naissance, les événements de notre vie sont lâchés loin de nous, comme un vol de pigeons voyageurs. Ils ne reviennent au colombier qu'au moment de la mort. Qu'advient-il de ceux qui ne nous retrouvent plus, de ceux que l'ennemi tue en route et de ceux qui arrivent trop tard? Ces derniers cherchent-ils la demeure de nos enfants? Maurice Maeterlinck. Pourquoi Maurice Maeterlinck? Parce que d'abord c'est cette phrase qui m'a amené à choisir Maurice Maeterlinck, qui n'est pas un auteur que je lis sinon énormément, parce que cette phrase me paraissait extrêmement juste sur cette question qui traverse le livre, qui est de qu'est-ce que des événements du passé de nos ancêtres traversent dans notre vie et atteignent même nos enfants. C'était vraiment une question centrale pour moi. La transmission des choses. Oui, voilà, la transmission. Je vois ça aussi dans mon métier comme archiviste. Beaucoup de gens maintenant, métier, voilà. Oui, beaucoup de gens maintenant viennent consulter les archives de leurs ancêtres pour essayer de comprendre des traumas transgénérationnels, c'est-à-dire qui leur ont été transmis finalement par ce qu'ont vécu leurs ancêtres de dur, et ils veulent savoir parce qu'ils ne savent pas toujours. Et c'est une question à laquelle je suis confrontée tous les jours en fait, et ça me touche beaucoup. Vous êtes historienne, oui, archiviste, et vous avez beaucoup travaillé sur le droit d'asile. Oui. Vous avez passé une enfance entre l'Iran et Paris, oui, beaucoup d'expatriation. Est-ce que votre enfance a joué dans votre métier? Oui, bien sûr. De deux façons, je pense. D'abord parce que je voulais savoir ce qui s'était passé avant. Le côté historien, c'est vraiment ce regard de l'enfant sur qu'est-ce qui est avant moi. Et aussi parce que je me suis expatriée, j'ai eu cette expérience assez difficile d'aller dans un pays très lointain à l'époque, avec peu de liens, et de revenir en France avec difficulté. Oui. D'avoir le sentiment qu'on a perdu son pays finalement. Oui. On n'a plus de pays. On n'a pas le pays où on était allé, c'était pas le sien, et quand on revient, on n'est pas chez soi. C'est l'errance. C'est l'errance. On est dans une errance, et je comprends donc le besoin de refuge. L'asile, c'est un refuge, c'est un territoire où se protéger. Et l'histoire, parce que vous êtes historienne, c'est travailler sur des faits et des hommes. Oui, aussi bien sûr, oui, très important. L'histoire, c'est un peu un sol solide, j'en parle dans le roman, c'est quelque chose sur quoi je me suis appuyée avec les événements extérieurs, mais aussi parce qu'il y a une histoire intime qui est très douloureuse et difficile et qui est tragique. Alors dans ce livre, c'est l'histoire de deux amies, Jeanne, qui n'est pas moi bien sûr, et Adèle, oui, qui vont faire une cure thermale. Et Adèle a un cancer, et Jeanne va nous raconter un peu sa vie. Alors la vie de Jeanne, c'est comment? L'enfance déjà? L'enfance est difficile puisque c'est une enfance déjà d'un milieu. Alors il y a déjà une question qui est le milieu social. Jeanne est issue d'un couple désassorti, on pourrait dire, avec un franchissement de classe sociale par sa mère qui a été difficile. Et comme enfant, elle aurait aimé être le petit soleil qui unit la famille. Voilà, elle n'a pas vraiment réussi. Après, il y a une expatriation à son adolescence en Iran, à Téhéran. Et cette expatriation renforce sa solitude avec sa mère, parce qu'ils sont seuls, c'est une famille nucléaire. Ils sont père, mère et la fille. Et cette enfance, oui, elle est difficile aussi à cause de cette expatriation, et le retour est très douloureux aussi, parce que finalement sa mère ne supporte pas ce retour. En fait, sa mère est une fuyante, comment on dit? Elle fuit. Oui. Elle fuit son passé, elle fuit son histoire, et le retour l'amène à revenir un peu dans le passé. Donc sa mère tente 3 fois de se suicider, oui, et la 3e fois, elle réussit, oui, hélas. Ce suicide va hanter Jeanne, et elle aura cette phrase: quand quelqu'un se suicide, c'est comme s'il voulait punir les autres qui restent, parce que c'est indélébile. Oui, c'est tout à fait juste, c'est ce que ressent Jeanne, d'autant que ce suicide de la mère, il y en a 3, mais en fait, elle l'annonce bien avant. C'est quelque chose qu'elle promet à sa famille, en fait, depuis longtemps.
Et c'est vrai que les travaux que j'ai lus, parce que tous les proches de suicidés lisent beaucoup de travaux sur ce sujet, et de psychanalystes notamment, disent que le suicide est aussi une attaque contre les autres, puisqu'il vous dit que vous n'êtes pas suffisant pour vous donner le goût de vivre. Oui. En tant qu'enfant, vous n'êtes donc rien, enfin pas rien, mais ça veut dire que ça ne suffit pas à donner le goût de vivre à votre mère. Et c'est très dur. J'ai trouvé aussi étrange que ce soit une cure thermale. C'est comme si 2 fois Jeanne, votre héroïne, est arrachée au liquide amniotique. Oui, tout à fait. Ce lieu est très amniotique. C'est vraiment les cures thermales, oui. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est un moment où il faut qu'elle... En même temps, elle est dedans et il faut qu'elle en sorte. Il faut qu'elle sorte de cette relation douloureuse avec sa mère et de cette difficulté qu'elle a avec son fils. Ouais. Et vous abordez la question du vieillissement, mais vous l'abordez d'une façon très intéressante. Vous dites vieillir, c'est changer de visage. Et vous êtes contre ce découpage, on dit le cou s'affaisse, les rides arrivent. C'est vraiment changer de visage? Oui. Moi, je l'ai vécu comme ça, oui, je trouve que... Et j'ai une amie qui m'a dit que ça l'a frappée aussi, cette phrase. C'est vrai que c'est brutal, en fait. C'est assez, tout d'un coup, moi, j'avais fait une psychanalyse avec un psychanalyste qui est spécialiste du vieillissement, et il disait, en fait, on ne voit le vieillissement que dans la photographie, ou oui. Le miroir, ou le regard de l'autre. Mais ce n'est pas les petits détails, c'est vraiment ce moment où on ne se reconnaît plus, où on est quelqu'un d'autre, je trouve. Alors, Maeterlinck avait écrit sur le miroir, mais il avait écrit que derrière le miroir, j'abrège bien sûr, oui. C'est un non-lieu, et on peut parler derrière le miroir. Vous avez parlé derrière ou devant le miroir? Ah, je ne sais pas, c'est difficile pour répondre à cette question. Plutôt derrière, je ne sais pas. Vous avez un autre passage aussi. Vous dites se résigner est plus douloureux que renoncer. Renoncer garde une lueur d'espoir. Se résigner, c'est attendre que l'inéluctable désespoir s'étende sur le passé aussi. Pourquoi vous avez cette nuance C'est une phrase qui est prononcée par un personnage oui. Qui est Bruno. Et effectivement, je pense que quand on a vécu avec quelqu'un qui est suicidaire, on a un problème avec la résignation, avec le désespoir en fait. Il y a une lutte permanente toute la vie pour, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, pour éviter ce désespoir, pour justement ne pas y tomber. Donc on peut ne pas se résigner. Même si renoncer, c'est plus, voilà, ça m'apparaît plus nuancé. Il y a une attente dans renoncer. Voilà, c'est ça. On peut toujours attendre, espérer. En espagnol, attendre se dit esperar. Oui. C'est très beau, je trouve. Attendre, c'est quand même toujours espérer. On arrive au personnage du fils de Jeanne, oui, dans votre livre. Alors déjà, Jeanne, probablement à cause de son enfance, fait partie de ses mamans, ses parents qui veulent tout faire pour réussir. Oui. Et cette charge des parents, vous en parlez, la charge qu'on met sur les parents. C'est quoi cette charge? Je trouve qu'elle est extrêmement lourde, surtout dans notre monde, parce que en fait, les parents doivent réussir, même si Freud disait que c'était un métier impossible, réussir parce que et dans le monde d'aujourd'hui, la pression est d'autant plus forte qu'on est dans un monde très psychologisé, très bienveillant, et qui en même temps envoie des informations très contradictoires aux parents. Donc ça, c'est l'aspect sociétal en fait oui. du livre. Et évidemment, par contre, le personnage de Jeanne, il a sa particularité, c'est qu'il est un personnage qui a une lourde charge pour devenir parent, justement. Donc une obligation de faire complètement autrement. Comme si on pouvait couper entre son enfance et l'enfant qu'on va avoir, comme si on pouvait faire une frontière en fait. Et c'est ce qu'a espéré Jeanne. Je crois que dans ce livre, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est cette notion de refuser l'échec. Oui. Tout le monde veut refuser l'échec. L'échec fait partie de la vie, c'est un risque. Mais surtout le regard de l'autre sur l'échec de l'autre. C'est terrible. Oui, c'est vrai. Et on a besoin de récupérer son propre regard en fait, de finalement s'affranchir de ce regard extérieur pour se dire, bon, moi je regarde vraiment ce que moi j'ai, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait, comment c'est passé. Et de ne pas être sensible à ce regard extérieur en tout cas, pas autant qu'on l'est souvent. Il y a une histoire d'amour aussi dans ce livre. Oui, effectivement. Mais en fin de compte, il y a l'histoire de Jeanne surtout,
qui se découpe en l'enfance, la vie avec son fils aussi, et bien sûr on ne va pas dévoiler la fin, mais on a l'impression dans ce livre que Jeanne, 2 fois, quitte le liquide amniotique. La première fois avec la mère, Oui. et la deuxième fois le suicide, parce que quand même, en se jetant à l'eau, elle a mis sa fille aussi avec la tête sous l'eau. Est-ce qu'on réapparaît dans tout ça? Lentement. Lentement, effectivement, il y a, vous avez très bien vu ce milieu amniotique qui est celui de la thalasso, de toute façon. Exactement. Et effectivement, il y a Jeanne remonte vers sa propre naissance, cette difficulté de sa propre naissance et comment sa mère finalement se jette effectivement à l'eau, finalement, et le fait qu'elle-même, elle veut libérer son fils en quelque sorte, du lien. Parce que c'est aussi ça la question, c'est que lorsqu'on est un parent qui sent coupable, peut-être on fait peser cette peur, cette culpabilité sur les enfants et il faut éviter. Donc il faut essayer de se retrouver soi-même. C'est un peu le sens du livre, je pense. Oui, et je crois que le sens du livre aussi, c'est la terre d'asile. Jeanne cherche une terre d'asile. Oui, c'est vrai. Il y a d'ailleurs une image de frontière, de territoire. Oui. Il faut arriver à délimiter son territoire. Et je crois qu'avec une mère suicidaire, comme la mère de Jeanne, on a du mal à délimiter son propre territoire. On a du mal à être soi-même. Il y a une forme de porosité entre les deux personnes. Et je crois qu'on le voit dans le roman, que Jeanne se sent un peu fusionnée avec sa mère par moment. Et c'est ça dont elle veut aussi se défaire. Dans la transmission, entre guillemets, vous avez parlé qu'on remonte aux archives pour comprendre ce qui se passe. C'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens aujourd'hui font de la généalogie. Enfin, tous les 3/4 des gens qui consultent les archives aujourd'hui sont des généalogistes. C'est des gens qui cherchent l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et souvent, ils disent qu'ils n'ont rien, on n'aura pas raconté. Ils sont malheureux à cause de ça. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Et c'est une démarche que je comprends très bien, que moi-même j'ai faite d'ailleurs, pour ma propre mère. C'est des choses qu'on essaye de retrouver. Et puis à cet instant, je dirais que c'est comme s'il y avait 3 phases. La phase avec la mère, la phase avec le fils, et la phase enfin où on se dit il faut quand même faire attention à sa propre vie. Et je me permets de lire cette phrase. Là, un nouveau carnet qui ne sera pas celui de la vie de ma mère, ni celui de la vie de mon fils. Il écrira la sienne avec ce que j'ai tenté de lui donner. Il combattra les monstres de notre monde, les écrans qui avalent comme les ogres, la drogue qui égare dans une forêt labyrinthe. Je ne serai jamais loin, mais nos vies sont différentes. La seule limite que l'on puisse poser, c'est celle de sa propre vie. C'est l'espace que l'on construit autour de soi, à sa mesure, et vous dites, ici, c'est à moi. Il faut le dire et l'accepter. Et c'est une forme de survie. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est une survie. C'est une nécessité de délimiter sa propre vie, d'y revenir et de cesser de combattre malgré tout des démons, des fantômes presque, et de laisser les autres construire leur propre récit. D'autant plus qu'il y a un lien là avec ce que j'ai écrit avant, puisque j'ai déjà écrit un manuscrit qui est resté dans mes tiroirs sur ma mère. Et donc cette idée de ce carnet qui abandonne ce sujet et qui reste sur sa propre vie, il est important pour moi, tout à fait. Ouais. Et est-ce que l'écriture est ce lieu de vie où on peut être à soi? Oui, c'est très important, effectivement. Écrire, c'est la manière de comprendre ce qu'on vit, de prendre aussi une distance et de le rendre et de le donner aux autres en même temps. Et c'est pour ça que c'est très important dans ce lieu que Adèle rencontre effectivement Bruno à l'extérieur du lieu amniotique. Et aussi que ça se passe par l'écrit, par l'échange d'écrits, pour partager des choses qu'on vit avec sincérité, autant de sincérité que possible. Qui était avec moi pendant cette escale? C'était Jeanne ou Aline? C'était peut-être les deux, comme sur la couverture, il y a 2 femmes, et il y a un double personnage. Elle est très belle cette couverture, je crois qu'il y a c'est une petite toile de, je ne sais plus son prénom, mais Pasquereau, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Juliette Pasquereau. Juliette Pasquereau, voilà. Et c'est très beau se flouter devant la mer, toujours, sur le liquide amniotique. Oui, tout à fait. Et quelle langue a parlé avec moi Aline aujourd'hui? Aline,
pense qu'elle a parlé sa langue sensible. Peut-être pas, quoique sa langue historienne est venue un petit peu prendre parfois. Je navigue toujours entre les deux, mais je pense que c'est la langue sensible qui a parlé. Qu'est-ce que la psychanalyse pour vous? Par la psychanalyse, enfin moi mon expérience de psychanalyse, c'est d'avoir remonté tout le fil de l'histoire et de la comprendre autrement, donc la réécrire d'une certaine manière. Oui. C'est un travail en plus d'une intimité incroyable avec quelqu'un, mais c'est vrai que de toute façon l'histoire c'est toujours votre histoire. L'histoire c'est l'histoire du monde, mais c'est aussi son histoire et c'est quelque chose de très important de revoir son histoire par cette manière. Et votre métier a été, je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, autour de ce droit d'asile et de poser un asile convenable, acceptable. Oui, tout à fait. Oui. Et nous avons droit nous-mêmes dans nos vies à un asile acceptable. Mais oui, je pense que oui. Il le faut. Quand vous chantez, si vous chantez, qu'est-ce que vous avez comme chanson qui parfois revient régulièrement dans votre tête? Alors, je chante faux, paraît-il. C'est pas grave. Mais oui, ça m'arrive de chanter. J'ai beaucoup de... Alors, Bachung, oui, c'est le titre du livre. Hein. J'aime beaucoup Alain Bachung, notamment ses textes sont très forts, donc ça m'arrive de le chanter, effectivement. Avant lui, j'aime toujours beaucoup Gérard Manset. Mais il peut m'arriver aussi de chanter des chansons de hit parade, parce que j'ai une mémoire... Parfois, je mémorise des choses comme ça, des chansons. Vous pouvez nous dire un peu la chanson? La chanson, c'est La nuit, je mens. Oui. Je prends des trains à travers la plaine. Et alors, je ne me souviens pas de toutes les paroles. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. Et il y a une phrase que j'adore avant cette phrase-là, c'est « J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho ». Et ça s'applique bien à ce roman, parce qu'effectivement, Jeanne a dans les bottes des montagnes de questions. C'est magnifique. En tout cas, je vous remercie infiniment. Nous sommes au Babillon, à Saint-Germain. C'est une journée un peu spéciale parce qu'il y a des grèves partout, toutes les routes sont coupées, il y a du bruit et tout, mais c'est pas grave. Un grand merci, Aline, vraiment, d'avoir accepté mon invitation. C'était donc l'Escale de Jeanne, dans des conditions très spéciales, avec Aline Angosture. Et ce livre est une petite merveille, où subsiste encore ton écho, aux éditions L'Incertain. Voilà, merci beaucoup. Merci.